les gens ne savent pas. Ce monsieur a fait 8 ans dans une cellule de 9 mètres carrés, où ses toilettes sont mitoyennes avec son lit. Parce que la CPI, il n'y a pas de prison pour les anciens présidents. La CPI n'avait pas de prison. Elle a passé une convention avec l'État dans la convention des sièges. L'État qui construit la prison, parce qu'ils ont finalement fini de construire la prison, il fallait prendre une aide de la prison de la haine, parce qu'il n'y avait plus assez de prisonniers là-bas. Donc, mais ce n'était pas une prison faite pour des présidents, c'était une prison faite pour des prisonniers normaux. C'est une aide qui a été détachée, que la TP a occupée. Il a été là 8 ans. Il est sorti de là-bas. On a violé tout, c'est-à-dire, pour tous ceux qui ont fait un débat de droit, il y a des choses inimaginables qu'on demande. Quelqu'un en arrêt, première décision de justice, on dit, monsieur, on ne peut pas confirmer vos charges. C'est-à-dire que je n'ai pas, le juge dit, dans l'état actuel des choses, je n'ai pas d'éléments suffisants pour vous poursuivre. Mais dans tous les pays du droit, c'est la solution. On dit, monsieur, allez-y à la maison. Mais la jurisprudence doit pas faire exception. On dit, non, toi, il faut rester ici. Procureur, il faut aller chercher des preuves supplémentaires. Mais ça, c'est quoi? Va chercher des preuves supplémentaires. Mais avant d'aller chercher vos preuves, libérez-moi, puisque au moment où vous me retenez en prison, je ne suis coupable de rien. Je suis présumé innocent. Et vous-même, vous dites que vous n'avez pas assez de preuves. On dit non, il faut qu'on aille chercher des preuves supplémentaires. On fait ça. On fait le procès. On envoie tout le monde vient. Quel témoin j'ai. Il fait partie. Bon. Les témoins quand ils viennent. Et ils viennent, ils disent, on dit, il est venu vous a fait du mal. On dit, et puis bon, est-ce qu'on peut, monsieur le juge, est-ce que je peux aller saluer le président? On a vécu tout ça. Mais à un moment donné, tous étaient convaincus qu'ils étaient en otage. Parce qu'il fallait que leurs amis qui ont mis au pays, là, ils passent 2 ans, faire 2 mandats. Il n'y avait pas d'autres applications. Même la peine nocturne, c'était même très grave. Parce qu'en droit, le jour que le juge te dit, vous êtes libéré, la minute qui quitte la prison. On ne peut pas dire quelqu'un à qui on a dit, vous êtes libéré, on te maintient en attendant que le procureur fasse la peine. Mais ça veut dire quoi tout ça? On a fait ça, président Babo. On a violé tout sur ces hommes. À la télé. Il est sorti. Pour rentrer dans son pays, tout est un problème. Je vais faire le problème. Mais un jour, on en parlera. Ce qui s'est passé à son arrivée. Mais le jour, ce n'est pas encore ce jour-là. Même son arrivée dans son propre pays, il fallait qu'on se batte. Il arrive. Il avait été président en 10 ans. Il aurait pu dire, moi là, mon histoire est trop compliquée, je m'en vais à maman, je vais m'asseoir. Comme il mange le riz, il n'a pas beaucoup de régime alimentaire, c'est le riz il mange. Il n'est pas compliqué. Il dit à maman, il fait ses livres et il écrit. Mais c'est pourquoi il était engagé en politique depuis l'âge pratiquement de 18 ans, c'est idéal. Il lui croit dur comme fer. C'est qu'il est convaincu qu'on ne peut pas arriver à un développement de nos pays en Afrique si nous n'avons pas un minimum de liberté à nos peuples et si nous ne faisons pas une certaine solidarité africaine pour faire face aux défis qui nous lèvent. Et quand vous êtes déterminé pour une cause, les obstacles, même biologiques, ne vous empêchent pas d'aller pour défendre votre cause. Et c'est pourquoi le président Bamba, à qui nos militants ont demandé, président, on veut que tu sois encore notre candidat. Il a décidé d'accepter ça.
Parce que le challenge est important. Il pense que le chemin est... Et nous sommes d'accord avec lui. La détermination. Et la dernière caractéristique, c'est le désintéressement. J'ai entendu beaucoup de choses parfois. Ah, nous là, on a fait tout ici pour Gbagbo, il ne l'a pas reconnu. Nous, on a marché ici, on a tout fait ici. Non, un militant ne travaille pas pour quelqu'un. Il travaille pour lui-même, pour défendre une cause à laquelle il croit juste. Vous pensez que tous les militants de gauche qui ont voté la France Insoumise, le Parti Socialiste ou les Verts et autres, ici, pendant les législatives là, vous pensez que les députés les connaissent? Vous pensez qu'ils les connaissent? Mais c'est parce que leur vision de la France, ils se disent, au nom de la vision que nous avons de la France, je m'en vais voter, je suis prêt à aller marcher voter. Mais ils le font de façon désintéressée. Donc on ne fait pas militant pour Gbagbo. On ne travaille pas pour Gbagbo pour dire que Gbagbo n'a pas reconnu. Moi, quand je rentrais au père, je ne connaissais même pas Gbagbo. Moi, c'est son nom que j'ai entendu. Il dit l'homme là, je suis d'accord avec lui. J'avais 18 ans. Il dit là, je suis d'accord avec lui. Et je dis plus tard, je suis avec lui. Le désintéressement. Si nous on n'inculque pas ça en nous, le désintéressement, nous allons faillir à notre devoir de militant. Un militant, c'est un travail désintéressé. Ton seul intérêt que tu défends, c'est la conviction que tu cherches. C'est ta vision que tu veux. C'est l'idéal que tu poursuis. Et évidemment, il y a quelqu'un qui incarne à un moment donné ce débat-là. Encore une fois, aujourd'hui, c'est lui qui incarne ce combat pour nous, qui s'appelle Laurent Gbagbo. C'est pourquoi nous le suivons. Mais je n'ai vraiment pas besoin qu'il me paye pour ça. Je n'ai pas besoin qu'on me paye pour ça. Donc, le désintéressement. Chers camarades qui êtes ici, qui m'écoutez ailleurs, grâce à mon ami Gbagbo Koné, je voudrais que nous puissions intégrer ça en nous-mêmes. Discipline, détermination, désintéressement. Si nous intégrons ça, alors nous allons prendre les directions de l'Église. Mais quand on a dit ça, il reste que un militant, il faut qu'il se forme. C'est votre responsabilité. On vous a dit choisir les thèmes. Même si on n'a pas d'argent à prendre crédit pour prendre l'avion pour venir parler. Et aujourd'hui, je voudrais profiter de cette minute pour vous parler du panafricanisme. Pourquoi nous avons décidé, le président Laurent Gbagbo a inclus sa bataille politique depuis des années dans le panafricanisme. Chers amis, je ne vais pas rentrer dans l'histoire historique, Marcus Dubois, je ne vais pas revenir sur ça parce que bon, tous les historiens connaissent. Mais je vais commencer dans le contemporain, dans l'immédiat. Écoutez, hier je vous avais donné un exemple, je disais qu'il y a eu deux cas où il y a eu deux types de développement qu'on a observé. Le type occidental, qui est un peu la copie du type romain, c'est-à-dire on se développe en allant à la conquête militaire aux besoins des autres. C'est ce qui s'est passé sur nous, l'Europe, l'Occident, aller à la conquête du monde, nous a vaincu, nous a soumis par l'esclavage, la colonisation. Et sans ces deux facteurs-là, vous ne pouvez pas comprendre le développement de l'Europe. Ces deux éléments-là sont déterminants pour comprendre le développement de l'Europe. Mais ça, c'est un type. L'autre type, c'est le type asiatique, on peut dire chinois, qui est d'abord en comptant sur, certes, l'Europe a compté, l'Occident a compté sur son génie interne, ça on ne le cache pas, c'est vrai. Mais ce que les Chinois ont fait, eux, ils ont compté à la fois sur leur génie, mais sur ce qu'ils avaient de plus que l'Europe n'avait pas, la population. La population. On nous a fait croire à un moment donné que plus vous faites la population, plus vous êtes dans la pauvreté. C'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai du tout. La Chine
avait absorbé, et c'est pas vrai du tout, la population. La Chine a pris donc son génie et sa particularité et a créé son système de développement autour duquel aujourd'hui elle est épanouie. Nous, en Afrique, nous ne pouvons pas aller à la conquête. Ce n'est pas notre idéal, ça. Mais nous sommes 1 milliard. Nous sommes 1 milliard. La Côte d'Ivoire, on est 30 millions. C'est-à-dire, c'est un village de campagne de Chine. Oui, une fois, il y avait un Chinois qui, quand j'étais au gouvernement, qui est venu nous voir. On les cherchait pour un problème, on appelait. Il a dit, non, on est venu, j'étais au village, j'étais allé au village. Ah, vous avez un village? Oui, c'est un petit village, on est de 12 millions. Vous êtes vraiment un petit village. Ah oui, mais vous imaginez, une PME en Chine, si tu as 4 millions, 5 millions de consommateurs, tu fais ton chiffre d'affaires. Il y a 4-5 millions chez nous, c'est une grande entreprise. On est. Mais le pire en Afrique, ce qui s'est passé, c'est que alors que les colons nous ont dirigés dans le cadre regroupé, intégré, nous assumons dans un cadre totalement désintégré. La France, en prenant l'exemple de la France, a dirigé ses colonies en Afrique à travers 2 ensembles politiques, l'AES et l'AOF. Toute l'Afrique de l'Ouest, depuis les frontières sud du Maroc jusqu'aux frontières de la Côte d'Ivoire, du Bénin, nous tous, notre capitale c'était Dakar. Il y avait un seul représentant, le gouverneur général, qui était à Dakar. Donc c'était un système intégré. Et ils ont élaboré leur économie dans ce sens. L'économie coloniale était une économie de complémentarité. On a dit, vous les Ivoiriens, vous faites le cacao. Le Mali, tu fais le coton. Le Sénégal, l'arachide. On vous a divisé. Et quand vous regardez les infrastructures économiques coloniales, elles ont été destinées dans ce même sens. C'est-à-dire, le train, c'était Abidjan-Niger. C'était pour envoyer tout ce que vous produisez au Niger et les Burkina, vous venez déposer au port d'Abidjan. Le Mali, vous allez ça au port de Dakar, ainsi de suite. Donc, ils ont fait une économie de complémentarité au sein d'un espace commun qu'est l'AOF. En Afrique centrale, ils ont fait la même chose. Capitale, comme on appelle, Brazzaville, et il y avait le Tchad, la Centrafrique, le Cameroun, le Gabon et le Congo. Et tous, ils avaient un seul gouverneur. Mais quand l'indépendance arrive, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils nous demandaient, parce que connaissant la puissance d'une intégration, ils nous demandaient, mais en jouant sur nos divisions, nos intérêts, nos égaux. On nous enlève demain, on dit bon, chacun prend son indépendance. Et puis chacun a un morceau qui ne peut pas vivre. Excusez-moi, ayons le courage de nous regarder en face. La Côte d'Ivoire seule ne peut pas faire face aux défis du monde. C'est pas possible. C'est notre pays, mais comment qu'on se cache? Tout comme le Sénégal, tout comme le Cameroun, on se ment. Les défis sont importants. Tout. Malheureusement, quand nous n'avons plus l'indépendance, au lieu d'imaginer et de continuer dans l'économie de complémentarité, nous-mêmes, en nous l'imaginant, nous, à notre façon, on est rentré dans les économies de compétition.
Et le dernier exemple, c'est l'anacarde. On n'en parle pas souvent. Tous les pays d'Afrique doivent produire anacarde. Tout le monde. Mais quand vous produisez l'anacarde, vous tous, et que vous ne mangez pas, il n'y a que 2 grands consommateurs d'anacarde, qui sont aussi des producteurs d'anacarde. Je le dis ça aussi à nos parents du Nord. Quand on vous a trompé, mes parents du Nord, là, le régime actuel, aujourd'hui, nous avons les recettes fiscales. Nos pays sont endettés parce qu'ils sont incapables de mobiliser les ressources fiscales dans nos pays, individuellement. Pour quelle raison? Pour nous avons tous. Depuis 1980, quand les gens ont décidé d'affaiblir les États africains, parce que l'affaiblissement des États africains fait partie du processus d'appauvrissement de l'Afrique, d'assujettissement à l'Afrique. Et puis avec les plans d'ajustement structurel qui sont venus, ils nous ont envoyé un programme, parce que le FMI, Banque mondiale, ils ne réfléchissent pas, hein. Ils vous font un programme, moi j'ai appelé ça le lit de Procus. Je ne sais pas si vous connaissez la légende de Procus. Le lit de Procus, Procus c'est une légende grecque. On dit c'est un fou errant, il se promenait sur les champs avec son lit. Et son lit là, les mesures, une seule mesure. Si tu te rends compte, il te fait coucher sur son lit. Si tu as la chance et que tu peux dormir dans ton lit, et que tes mesures contiennent, c'est tant mieux, tu sors vivant. Si le lit est plus grand, il te rapetit. Donc, il te coupe un peu pour être dans le lit. Si tu es plus grand que tu flottes, il te tire. Donc, le lit de Procus, c'est une image, ça fait partie de la mythologie grecque. Les Grecs avaient imaginé plein de choses pour gérer leur société et il avait le lit de Procus. Mais les programmes d'ajustement structurel, c'est les lits de Procus. C'est-à-dire, on dit, ça marche au Vietnam, forcément ça va marcher en Côte d'Ivoire. Si ça ne va pas marcher, ça marche en Côte d'Ivoire, il faut que ça marche au Cameroun, et ainsi de suite. C'est le lit de Procus. Donc, on nous oblige à dormir dans ça. Tu es grand, on va te l'amener à la taille. Tu es petit, on va te tirer, mais tu vas dormir dans ce lit. Voilà les programmes d'ajustement. Et dedans, on nous a obligés à perdre, à abandonner une bonne partie de nos ressources fiscales. Le taux d'impôt, par exemple, sur le revenu, qui était en son temps, les sociétés, quand moi je commençais à travailler l'impôt, qui était de 40%, aujourd'hui, vous savez quoi? Dans notre compétition là, et non, nous on n'a qu'à faire le code d'investissement le plus souple, comme ça on va avoir les investisseurs. Chacun a commencé à rentrer dedans, nous sommes à 20%. La France, à 33%. Le taux de société, des sociétés. Quand vous prenez ce qu'on appelle la pression fiscale d'un pays, le taux de pression fiscale, nos pays là, un pays comme la Côte d'Ivoire, nous sommes à peine à 14%. C'est-à-dire, sur notre PIB, nous ne sommes capables que de mobiliser à peine 14% de notre PIB pour les transformer en recette fiscale. En France, c'est autour de 42%. Les pays de l'OCDE, sont autour de 33, 35 et 42%. Mais si vous n'arrivez pas à mobiliser vos ressources fiscales et internes, comment vous faites pour faire face à vos dépenses? Vous êtes allé sur la Côte d'Ivoire. La masse salariale des fonctionnaires, plus le service de la dette, ça fait 101% des recettes fiscales. C'est-à-dire, quand on a vu les fonctionnaires, qu'on a vu les recettes, les services de la dette, l'État ne peut même pas acheter des aiguilles pour mettre, comment on appelle, dans les hôpitaux, sauf à le faire par crédit. Donc nous fonctionnons même, l'État fonctionne à crédit. Et on va se développer comment? Donc l'idée fondamentale du PPAC, produit par le président Laurent Gbagbo, le panafricanisme, c'est que devant les défis qui se dressent en face de nous, il faut que nous nous unissions. Que nous imaginons une économie qui soit la nôtre. Que nous imaginons des institutions qui soient vraiment les nôtres africaines. Qui nous permettent de faire sauter toutes ces barrières-là artificiellement créées entre nous. Parce que ceux-mêmes qui nous tiennent, malgré les conflits qu'ils ont eu ici, l'Europe, là, c'est le continent, c'est pas honte, c'est sa politique, l'a dit. C'est le peuple le plus violent du monde, hein, l'Europe. C'est le continent le plus violent. Toutes les guerres du monde, toutes les guerres sont pour les puissances ici. Mais pour les besoins de leur peuple, ils ont appris à tenir au-dessus aujourd'hui et à s'unir. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix.
Si quelqu'un n'ivoirien pense que ce qui se passe au Mali, au Burkina, qui fait face aux terroristes, je vois les deux pour dire, bon, nous là, on les aime pas, ils nous aiment pas, on les aime pas. Oh, rassurez-vous, les terroristes, là, ils ne connaissent pas du tout les frontières. Là. Ils n'ont pas de carte eux. Ils vont où ils veulent. Ils vont où ils veulent. Et les défis sont énormes. L'ordre mondial qui se dresse devant nous, chers camarades, nous oblige à l'unité de l'Afrique. Oh, excusez-moi, hein, je ne connais pas dans ce monde-là d'amis et gentils, non. Autant nous critiquons l'Occident pour nous avoir exploités. Mais si nous allons voir n'importe qui diviser autant que nous sommes, il finira par nous exploiter. Donc la question, ce n'est pas de changer pour aller X ou Y. Oui, on cherche les partenaires, mais la première condition, il faut que nous soyons unis en Afrique. Si nous sommes forts, alors nous pourrons peser, nous pourrons discuter avec n'importe qui. Mais si nous sommes fragiles, nous avons un à un. Et vous regardez, faites attention. Hein. Conférence sino-africaine, les mêmes présidents, c'est le monde, on s'en va à la rencontre. Rencontre euro-africaine, on s'en va en chose. Amérique, chacun, nous là, on est partout. On est partout. Mais tu ne veux pas être ami à toi d'anniversaire. C'est que tu es malhonnête toi-même. Parce que, attends, mais toi, là, ils sont assis là, ils sont les adversaires. Et moi, je dis, je suis ami à eux tous. C'est que j'ai un problème. C'est que je me mens à moi-même. Chers amis, le monde se dessine. Un nouvel ordre se dessine dans le monde. L'Afrique ne peut pas continuer de marcher comme ça. Un militant de PPAC doit comprendre cela. Et regarder le Burkinabé autrement. Regarder le Mali autrement. Regarder le Cameroun comme étant victime de ce système d'un ordre et auquel nous voulons sortir et participer à la construction d'un ordre dans lequel nous sommes acteurs. Nous sommes acteurs et non pas assujettis. Et je vais finir par là. Il faut des leaders capables de faire face à ça. Le monde qui vient, il faut des leaders, un leader charismatique qui peut capable de tenir ça. Nous avons la chance d'avoir un. Et puis on voit des petits gars là qui sont ici, et qui tombent là comme si. Vous là, vous pouvez comprendre comme Babo Laurent. Le président Laurent Gbagbo est l'incarnation de notre lutte pour les 5 prochaines années. Le monde va évoluer très vite les 5 prochaines années. Il nous faut un leader capable de converger l'Afrique autour des idéaux pour faire face à ce monde. Voici l'engagement, voici ce qui vous attend, voici le message que vous devez transmettre, voici ce qui doit être votre détermination, voici ce qui doit être l'orientation de notre combat politique. Unissons-nous en Afrique. Unissons-nous pour faire face aux enjeux. Sinon, ce nouvel ordre-là, qui se dessine là, il risque de se faire à nos dépens. Or, nous avons tous les atouts. Jeunesse, génie, nature, comment on appelle, nature généreuse, nous avons tout cela. Et que nous manque, c'est la détermination. Or, je vous ai dit, la détermination est une très caractéristique du militant. Donc, soyons des militants de notre cause. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. On peut acclamer très fort. Merci. Merci encore, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Merci en tout cas. Merci. Oui. Il est évident qu'il y a forcément une identité à construire. Ce n'est pas seulement une marque de fabrication, il y a une identité. Voyez-vous, quand tu es au gouvernement,
On vous avait appelé chacun, on vous appelle régulièrement, on vous dit, ah oui, bon, est-ce que tu veux être dans le gouvernement? Bon, c'est une question, on fait le fait. Qui va pas dans le gouvernement? Mais je vous appelle, est-ce que tu veux être dans le gouvernement? Il y a le président, tu veux pouvoir ou bien quoi? Oui, je veux être dans le gouvernement. Je crois que le fondement de tout système économique est d'abord fondamentalement culturel. Il est fondamentalement culturel. Il ne peut y avoir d'idéologie économique qui n'est pas véritablement une portée culturelle de base. Tout à l'heure, je vais répondre à notre ami qui a totalement raison de l'opposition de ce qu'on appelle les conséquences du capitalisme. Vous savez, pourquoi le monsieur qui gère, comment ça s'appelle, Libanais, franco-libanais, qui a des problèmes, qui gérait Distan et Carlos, entre autres choses. Le capitalisme, par exemple, au Japon, n'a pas le même visage que le capitalisme aux États-Unis. Parce qu'il y a un fond de culture japonaise qui fait qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ici, dans l'Occident, on peut payer un PDG à des milliards, millions, et puis le plus petit salaire, c'est peut-être 1000 fois moins que ce que le PDG touche. Mais ça, c'est culturel, ça fait partie de la culture occidentale. Mais au Japon, il y a quand même cette politique. Et l'une des raisons pour lesquelles c'était cet écart-là que, entre autres, je vais compléter, entre autres, il y a cette volonté. Il faut que nous donnons de la culture, un fond culturel à nos idéologies politiques, qu'elles soient capitalistes de gauche ou de droite. Il faut donner un fond culturel. Oui, nous avons une identité culturelle en Afrique à préserver. Si nous n'avons pas, nous dépassons cette identité, et elle est faite de quoi? Elle se trouve autour de la solidarité. L'identité de l'Africain, c'est la solidarité. Et c'est d'ailleurs cette identité qui nous a coûté cher. Hein. Les premiers colons, quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont été reçus parce que chez un Africain, l'étranger est roi. On dit chez nous, l'étranger, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais ça, c'est notre culture. Et surtout quand les peuples étrangers qui voient des blancs, je dis, ah, mais lui là, c'est que c'est vraiment nous, Dieu qui l'a envoyé. Et en retour, il y a des livres hein, qui les tracent. En retour, les voix disent, bon, de là où tu vas, en signe d'amitié, va dire à tes amis, en signe d'amitié, je vous donne quelques pépites d'or. C'est notre, pour marquer, là-bas, il faut dire que vous avez trouvé des frères ici, il a dit bonjour. En reconnaissant, on donne des pépites d'or. Mais quand ils sont venus, ils ont dit, ah bon? Si pour un simple bonjour, on me donne des pépites d'or, ça veut dire que ces gars, ils ne savent pas ce que c'est que l'or. Mais c'est notre fond culturel. Qui justifie que dans nos villages, personne ne peut manger à sa faim jusqu'à acheter la nourriture et son voisin ne mange pas. Chez nous, là, ça ne se fait pas. D'où l'obligé de manger dans les cours communes. Pour que s'il y a un seul grain, il soit partagé avec tous. Là, c'est fondamentalement africain. On peut construire effectivement une identité économique, une idéologie économique autour de ces valeurs. Oui, le panafricanisme, il est d'abord nous faut une identité culturelle que nous nous reconnaissons comme étant africains. D'ailleurs, quand les autres nous parlent, ils ne parlent pas d'Afrique. Ils disent, ah non, c'est l'Africain qui est venu, il ne dit pas que c'est l'Ivoirien. Hein. Ils disent les Africains. Mais ils nous mettent déjà dans la logique de l'unité idéologique, de l'unité à la lutte politique. Profitons-en. Je suis parti avec vous. Merci beaucoup. Bon, chers amis, vous savez, les combats politiques sont difficiles. Hein? Attendez. Nous tous, on est au courant que celui qui a dit que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil, qu'est-ce qu'on appelle lui? Galilée.
On ne change pas un ordre aussi facilement. Il y a beaucoup de sacrifices. Et c'est ça qui nous manque parfois en Afrique. La constance dans notre combat. Il y aura des parce que nous battons contre un ordre. Il y aura forcément des sacrifices. Mais qu'on n'abandonne pas le combat. Qu'on n'abandonne pas le combat. Aujourd'hui, plus qu'hier, la conscience est élève. Les jeunes, là. C'est ça aussi le retour du capitalisme, c'est que les contradictions du capitalisme, comme Mao le disait, le capitalisme, c'est contradictions, comme Marx et Mao le disait, c'est pas les contradictions du capitalisme. On dit que le capitalisme produit ses propres contradictions, ses propres déchets. Aujourd'hui, dans mon village, il y a haricots Kara. Chacun a ça. Quand moi j'allais à l'école, les universitaires pouvaient se compter du bout des doigts. Aujourd'hui, dans mon petit village, chacun sait dire au moins. Il faut implanter ça. C'est ça aussi qui explique l'immigration. Hein? Parce que quand il vient, il dit, mon Dieu, Paris est joli, hein? Au moment où il m'en va à Paris. Mais avant, il n'avait pas ça. Hein? Avant, il n'avait pas. Donc, en fait, l'Occident est victime de sa propre création. C'est une façon de vivre. Donc, absolument, la conscience est en train de changer. Et c'est peut-être là où nos amis européens, je le dis très souvent avec notre politique français, je dis l'erreur que vous commettez, vous continuez de lire nos rapports avec l'Afrique, avec l'ancien prisme, dans l'ancienne logique. Mais si vous continuez dans ça, vous vous tromperez toujours. Personne ne manipule les Africains. C'est la prise de conscience qui est facilitée par l'intégration des intelligences liées au rapprochement des mondes. C'est ça qui est la réalité. On sait aujourd'hui. Aujourd'hui, en 1960, c'était compliqué pour Kwame Nkrumah. Parce qu'il y avait très peu de personnes qui pouvaient comprendre ce qu'il disait. Mais aujourd'hui, c'est que je dis, le Camerounais qui est là-bas, quelque part, à Douala ou même dans l'ouest, au Bafousstan, il sait que ce que je dis est vrai. Il sait que ce que je dis est vrai, parce qu'il le vit lui aussi. Donc, la prédisposition, la conscience facilite beaucoup plus les tâches. Et je pense qu'il y aura moins de sacrifices. Et c'est en cela où, justement, le retour du président Laurent Gbagbo est le symbole achevé de la capacité de le mettre en cause, ou du moins du changement de paradigme qui a fait s'opérer. Avant, s'il n'avait pas cette volonté, le président Laurent Gbagbo serait resté à la CPI. Hein. Il serait resté. C'est pourquoi, justement, nous disons qu'il faut lui remettre ce qu'il faut pour que l'idéal pour lequel nous sommes battus et pour lequel tout le monde croit, il puisse aller, au moins poser les dates par rapport à cet idéal. Le monde a changé, la vision africaine a changé, l'opinion, la conscience est en train d'évoluer, et donc forcément, le combat devient plus compréhensible. Il n'est pas plus facile, mais il est plus compréhensible. Les gens le comprennent mieux. Je pense que ce sera plus difficile de faire des sacrifices des promoteurs du panafricanisme maintenant qu'il y a quelques années avant. Oui, cher ami, vous avez totalement raison. Mais en fait, l'opposition, ce n'est pas une opposition territoriale, c'est une opposition fondamentalement idéologique. La colonisation, c'est Jules Ferry qui disait, c'est la fille du capitalisme. C'est parce que pour les produits capitalistes, il fallait absolument leur trouver des débouchés qu'on allait chez nous. Et donc, oui, l'ordre qui maintient l'Europe et qui aujourd'hui fait que il y a ce manque qui dénature même les rapports humains en Europe, l'ordre capitalisme sans limite, mais c'est lui qui fait qui est la base de l'opposition. Donc quand nous disons l'Europe et autres, mais il ne faut pas le voir en termes
d'identité soit raciale ou d'identité territoriale, c'est parce que cette Europe s'identifie aujourd'hui à un mouvement, et c'était le capitalisme. Et c'est ce capitalisme-là qui est effectivement la cause de la préparation de notre opposition. Ce n'est pas une opposition, je veux dire, il n'y a vraiment aucune raison qu'il y ait une opposition frontale liée à des considérations qui ne soient pas des considérations d'ordre idéologique. Elles sont fondamentalement idéologiques et c'est le capitalisme. On est d'accord, totalement d'accord. Ce qui se passe aujourd'hui, la déréglementation qui a lieu en Europe, aujourd'hui portée par le capitalisme, et cette déréglementation-là, qui dans une dimension internationale, et vous comprenez pourquoi on disait en son temps, prolétaires de tous les pays, laissez-vous, parce que c'était une façon, unissons-nous, c'était une façon de pouvoir donc créer un contrepoids idéologique à l'international pour contrer le capitalisme. Oui, nous sommes aujourd'hui. Mais le plus important pour nous en Afrique, quand on parle de notre identité, c'est que nous-mêmes, il faut que nous inventons nous-mêmes notre idéologie économique comme notre modèle de développement. Honnêtement, je n'en veux pas de tout le modèle de développement africain. Moi, personnellement, je n'en veux pas. Je n'en veux pas le modèle de développement américain, où on peut avoir des gens qui ont de l'argent, c'est-à-dire ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et puis, tous leurs immeubles donnent des sans-abri. Mais un pays comme les États-Unis, ils ont tout pour trouver un logement à chaque Américain. Mais dans leur conscience idéologique, ce n'est pas possible. Mais moi, je ne suis pas pour un tel développement. Je suppose que nous devons créer et inventer notre développement en faisant notre réalité. La loyauté, oui. On ne peut pas mener un combat politique sans loyauté. On ne peut pas mener un combat politique sans loyauté. L'Afrique l'a ajouté là-dessus. Et la loyauté, parfois, c'est elle qui manque aux leaders. Quand on dit qu'on a tué les leaders, comment? Parce que ceux qui les suivaient manquaient de loyauté. Quand tu es déloyal, on peut facilement te détourner. La corruption des leaders est le contre-versant du manque de loyauté. Quand on n'a pas de loyauté, on est corruptible. Mais quand tu es loyal, on ne fait pas du courant. Merci, comment tu m'en permets d'ajouter là-dessus. Oui. Vous savez, l'un des problèmes que nous avons, c'est ça. Comment inverser l'immigration intellectuelle au profit de l'Afrique? Elle est forte. Pourtant, c'est des gens qui ont des compétences, des compétences. Mais on n'a pas été capable de vous offrir. Oui, il faut que nous vous offrions. Que nos politiques, on puisse vous accepter de vous, que vous puissiez, l'expérience que vous avez acquise ici, allez nous la mettre à notre disposition pour que nous puissions avancer. C'est notre responsabilité d'ailleurs. Et d'ailleurs, dans le programme de gouvernement du PPACI, il y a justement cette dimension-là, qui est, que c'est moi qui ai, le président m'a fait l'honneur de me confier la coordination de son programme de gouvernement du parti. L'une des dimensions essentielles sur lesquelles nous avons insisté, c'est comment il y a cette corrélation entre la diaspora et le pays, d'autres pays en Afrique, dans notre perspective panafricaniste, et faire en sorte qu'effectivement, nous puissions créer ce canal-là, ce flux qui permet à ceux qui ont eu beaucoup d'expérience et qui peuvent nous servir plus de révéler. Nous savons là-dessus. Cela est extrêmement important. Je m'en disais un jour, je disais à quelqu'un, écoutez, Israël, là, c'est quoi? C'est un petit territoire. Mais pourquoi Israël tient? Qu'on les aime, qu'on les aime pas, excusez-moi. Mais la diaspora, fondée autour de la religion judaïque, on peut, moi je suis antisémite, donc je ne vais pas appeler judaïque juif, j'appelle l'idéologie fondée autour mais qui finalement est une identité culturelle, et qui permet à Israël de gagner. Mais nous les Africains, là, nous sommes sur tous les continents. Mais si nous mettons et nous acceptons effectivement de créer cette croix de transmission, on deviendra imbattable en Afrique.
Il faut qu'on crée ça, qu'on crée cette dynamique pour inverser l'immigration de l'intelligentsia. Parce qu'aujourd'hui, au moment où vous avez envie de retourner, mais l'envie de venir est encore plus grande. Un pays comme la Côte d'Ivoire, si on vous dit le nom de médecins, un jour, j'ai fait une de mes tribunes et puis il dit au ministre que voici le nombre de médecins. Ah non, c'est pas vrai. Il dit, va fouiller tes fichiers. Et dans tes fichiers, là, il y a des médecins qui sont encore dans ton fichier, mais ils sont en train, il y a longtemps, ils sont au Canada en train de travailler là-bas. Mais toi, tu continues de croire qu'ils sont encore en Côte d'Ivoire. C'est la réalité. Les médecins sont bons. Les ingénieurs sont bons. Les ingénieurs, tout le monde s'en va. Il reste entre nous. Si on reste entre nous seulement les idiots, comment on va faire? On va faire comment? Et donc, il faut que nous effectivement, nous devons travailler à ça. Et vraiment, ça nous tient à cœur. Ça tient à cœur au président Laurent Gbagbo. Ça tient à cœur. Oui, nous sommes en train de travailler déjà à ça. Notre parti rêve. L'idée, c'était le RDA. C'est-à-dire, c'était tourné autour de la question du RDA. Vous savez, les Africains, à chaque fois qu'il y a un défi qui se pose, les Africains sont capables de se lier. Mais le problème, c'est que quand il arrive, ce défi circonstanciel disparaît, il l'oublie. Dans la réalité, pourquoi le RDA a été créé? Le RDA en 1946 a été créé tout simplement pour une raison toute simple. Il y avait l'envie d'indépendance était une envie partagée de tous les peuples africains. Et comme on était encore dans l'AOF, Dieu merci, ils se sont tous retrouvés sous Fobouani, la cour des grands comme Fobouani, à Bamako, pour jeter les balles du RDA. Aujourd'hui, l'envie de l'émancipation, la souveraineté africaine, c'est une envie partagée partout. Et il nous faut créer un creuset politique, un instrument politique qui puisse porter cette envie-là, cette ambition-là. Notre rêve, et c'est le rêve du président Laurent Gbagbo, c'est que le PPACI, c'est pourquoi il appelle PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Notre rêve, qui est un parti des peuples africains, Cameroun, ainsi de suite, et c'est à partir de ce creuset-là, parce que le RDA sont été créés. En fait, par exemple, le PDCI n'était qu'une section du RDA. La section Côte d'Ivoire du RDA. Le PDG au Gabon, c'était la section RDA du Gabon. Et même en Guinée, la section des partis culturels, c'était la section RDA de la Guinée. Nous devons travailler dans notre parti à cette fin. Parce que si nous partageons la même idéologie et que nous nous regroupons autour d'un instrument politique, nous allons gagner davantage très vite que si nous avons des instruments politiques séparés. Je suis d'accord avec vous et nous travaillons à ça pour qu'il y ait des sections partout. Et j'interpelle nos amis ici. Oui, nous voulons gagner les élections, donc la priorité, nous les nationaux pour nous voter pour nous, mais nous ne perdons pas de vue que nous devons ouvrir nos bras à tous les Africains qui croient cet idéal, la bataille panafricaniste. Et c'est pourquoi il y a une jeune fille là, qui est très souvent ici avec nous ici, et la présidente des jeunes là. Elle est où cette jeune là? Elle est en mission avec les jeunes là. Ah, bah elle est les jeunes, d'accord. Qui est une militante, elle est guinéenne, mais elle est militante, mais vraiment entière du PPACI. Moi, je l'ai vue ici, et je l'ai vue en Côte d'Ivoire. Elle était là en Côte d'Ivoire. Elle est venue, elle est femme de la Guinée pour venir travailler le président Laurent Gbagbo. Nous cherchons les militants comme ça. Nous cherchons les militants panafricanistes. Parce que l'idéal du président Laurent Gbagbo, c'est que l'Afrique puisse s'affranchir de toutes ces chaînes. Mais on ne peut pas le faire seul. Je parlais des militants panafricanistes du PPAC. Merci beaucoup. Donc, voilà un peu, chers amis, ce que je vais vous dire. Nos défis sont énormes. L'Afrique a beaucoup de défis à relever. On ne peut pas le faire seul. Et je vais tirer par là. Regardez très bien. De 1993 à maintenant, il y a quand même 2 États africains qui ont été divisés. L'Éthiopie s'est séparée de l'Érythrée.
Le Soudan est divisé en deux. Et ils n'ont pas fait leur intention. Le Mali est dans la vision. La RDC dans le Congo. Et pour moi, la RDC est l'exemple typique de la faiblesse de notre diplomatie africaine. Des voisins peuvent aller piller un pays et bien les gens sont là, on ne parle pas. Ça fait le Congo enregistre le plus nombre de morts de guerre, que même plus que la deuxième guerre mondiale. Ça fait 12 millions de tués. Et pourquoi? Et personne n'est réagi en Afrique. Pourquoi? Vous pensez un seul instant que ça s'est passé en Allemagne? Les Français, les Belges, les Hollandais ne sont pas déjà réunis pour dire mais faut faire ça. Mais non, on est là, on regarde. 12 millions de morts au Congo Brazzaville, pardon, en RDC. On se partage ce pays-là comme un éléphant. Chacun, un éléphant mort, chacun son morceau s'en va. À cause de son sous-sol. On ne peut pas continuer avec ça. Il nous faut notre éveil de conscience. Il nous faut trouver des leaders qui puissent nous conduire. Et le leadership n'est même pas un problème morphologique, ce n'est même pas une biologie. Le leadership, c'est un problème de conscience. Pour le moment, nous avons un leader avec une conscience claire. Il s'appelle Laurent Gbagbo et nous devons nous occuper de lui. La team, vous venez d'écouter ici avec moi cette vidéo de Kone Katina. Il est revenu sur le passage du président Laurent Gbagbo à la CPI. Aujourd'hui, il s'agit de balayer cette revers de la main comme s'il n'y a pas eu des efforts consentis, comme s'il n'y a pas eu de véritable souffrance, de la douleur, de la peine, des pleurs. Un parti politique, des familles détruites, des amis perdus, des parents morts. Il y a des personnes qui veulent réduire ce combat aujourd'hui à un combat pas important, à quelque chose de mépris. C'est quelque chose dont nous ne pouvons pas l'accepter. Pourquoi nous ne pouvons pas l'accepter? Nous ne pouvons pas l'accepter. Premièrement parce que il faut savoir que le président Laurent Gbagbo n'est pas celui qui était fautif. Et ce jugement, c'est très mal fait. C'est très mal fait parce que quand on va à un jugement, on ne va pas. On va avec toutes les parties qui étaient dans le conflit. Et on essaie de juger pour comprendre qui a raison, qui a tort. Pourtant ici, le jugement a été spécial. Et le monsieur a été le seul, je veux dire, son camp et lui ont été les seuls camps à subir un jugement. Du coup, on n'a pas pu évaluer entre tous les différents camps qui avaient raison, tous les protagonistes. Parce que ce sont les protagonistes même qui pouvaient nous donner des témoignages. Imaginons un Alassane Ouattara en confrontation avec le président Gbagbo direct à la CPI. Est-ce qu'on n'allait pas avoir des confrontations directes? Imaginons un Soro Guillaume avec en face de lui un Charles Blé Goudé. Est-ce qu'on n'allait pas avoir des confrontations directes? Imaginons tous les cadres des différents partis politiques à la CPI. En pleine confrontation, est-ce qu'on n'allait pas avoir quelque chose de mieux? Nous avons eu un procès organisé, créé de toutes pièces et qui ne pouvait aboutir à rien. Et la justice ivoirienne, comme elle n'a pas, malgré ce genre de procès fabriqué de toutes pièces, elle a quand même décidé derrière ça de suivre le monsieur ensuite, de coller des fausses accusations comme quoi c'est un braqueur de la BCAO, de mettre ça sur son dos, ne même pas lui permettre de se défendre, de condamner le monsieur alors qu'il n'était pas là, malgré la décision de la Cour des droits de l'homme et des peuples africains. La justice ivoirienne a quand même décidé de se maintenir dans sa décision. Et ce n'est pas la justice ivoirienne, je tiens encore à le préciser, c'est l'individu Ouattara. À cause qu'il a tellement peur d'affronter Laurent Gbagbo, il veut que ce dernier disparaisse de la vie politique. Et c'est là son véritable problème. Parce que le monsieur n'est pas mort comme lui, il pensait à la CPI.
à son retour, il veut que le monsieur disparaisse de la scène politique. Il faut d'abord dire aux gens, vous ne pouvez pas minimiser ce que ce monsieur a vécu pendant 10 ans. Ce n'est pas donné à n'importe qui, surtout à son âge. Et s'il s'en est sorti, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Ce n'est ni lui-même, ce n'est ni les hommes que nous sommes. Nous aimons ce qu'il fait, ce qu'il propose en politique. Nous aimons sa gentillesse et son grand cœur. Mais ce n'est rien de tout ça qui ont fait à ce que le président Gbagbo soit encore là aujourd'hui. C'est la volonté d'un être qui est plus puissant que nous. Et ceci n'a été possible que parce qu'il a encore un plan pour ce dernier. Ceux qui doutent, ceux qui ne croient pas, comme ils ont déjà fait avant de continuer. Mais nous ne pouvons pas accepter de faire partie de ceux qui minimisent tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait. Après 10 ans de cela, hors de son pays, hors de ses parents, hors de ses enfants. Parce que nous avons éclaté la